on peut s'attendre à ce que tel ou tel événement se produise et se produise selon des règles d'attente, ce qu'on pourrait appeler des types. Nous nous attendons à ce que ce soir le soleil se couche, que demain il se lève, ou même pour les événements sociaux, on s'attend à ce que lorsque l'on ouvre une porte, précisément elle s'ouvre et elle ne soit pas totalement fermée, etc. Donc il y a tout un ensemble d'attentes typiques qui sont au fondement même de notre confiance quotidienne dans le monde, c'est-à-dire la confiance dans des régularités minimales que l'on peut relativement maîtriser. Alors ça, je dirais, c'est les éléments un peu fondamentaux. Maintenant, je vais en venir à l'époque contemporaine et au rapport entre la vie quotidienne, disons, dans les 2 derniers siècles et son rapport avec les technologies et, disons, avec le boom technologique des 2 derniers siècles qui correspondrait, disons, à la première révolution industrielle, à la deuxième, puis à la troisième, dont Maurizio a parlé, celle des techniques numériques, d'information, de virtualisation, d'archives immatérielles, etc. Il faut bien voir que ce terme de quotidien ne devient relativement populaire dans les langues européennes qu'à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Et il devient vraiment familier, le terme de quotidien, au XIXe siècle. Alors bien sûr, le terme existait avant, parce que c'est un terme latin, mais il est très peu employé par les latins. Ils se plaignent de tout, les latins. Enfin, Sénèque se plaint de tout, sauf du quotidien. Pourtant, il a de multiples motifs de plainte, mais lorsqu'on lit la correspondance de Sénèque, bon, jamais il ne se plaint de la vie quotidienne elle-même, alors que le terme de quotidiana existait bien évidemment. Disons, la pensée européenne ne commence à parler de quotidienneté vraiment de manière précise et thématique, en faisant un thème de réflexion du quotidien à partir du milieu du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. C'est-à-dire à partir du moment où certaines transformations politiques, technologiques et culturelles s'opèrent en Europe. Lesquelles? Il me semble, bon, il y en a de multiples, mais je vais mettre l'accent sur une de ces grandes transformations en partant d'une idée de Max Weber, le sociologue allemand, qui est son idée de rationalisation. Plus connue sous son aspect, je dirais, négatif, qui est l'expression fameuse de désenchantement du monde. C'est-à-dire, en fait, désenchantement du monde, ça veut dire, pour Max Weber, la perte des références à la magie dans l'expérience du monde. Un monde qui perd finalement la logique, non pas la logique, mais disons, qui perd la référence à la magie, ou ce que lui appelle le charisme dans les événements, et qui peu à peu comprend le monde à partir de schémas rationnels. Alors même si pour Weber, il y a plusieurs formes de rationalité, mais lorsqu'il parle de rationalisation dans ce contexte-là, il pense essentiellement à une forme de rationalisation qu'il nomme rationalisation par finalité et que l'on nomme de manière plus commune par rationalité instrumentale. Alors c'est quoi la rationalité instrumentale? C'est, disons, l'idée que tout peut devenir moyen en vue d'un but. Même les hommes, même les sentiments, etc., même les événements artistiques, religieux, etc. Et Weber décrit, notamment dans son texte fameux sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais aussi dans sa sociologie de la religion, il décrit l'avènement de ce modèle de rationalité instrumentale dans l'Occident moderne et le reflux de la pensée religieuse de type magique. Il dit même que, très certainement, le christianisme est déjà lui-même une première forme de rationalisation par rapport à l'esprit païen, au paganisme. Et donc, finalement, le christianisme
lui-même a creusé sa propre tombe, donc il n'a pas à maudire la rationalité moderne, puisqu'il est lui-même ce qui a permis la rationalité moderne. Et donc si la rationalité moderne implique là aussi une déchristianisation du monde, c'est parce que le christianisme lui-même, en fait, a creusé sa propre tombe. Mais laissons ça de côté. Weber repère cette rationalisation par la multiplication de sphères spécialisées. Et c'est là où la quotidienneté apparaît. C'est-à-dire que dans un État pré-moderne, en gros, hein, bien sûr il faudrait être plus précis, etc., mais je n'ai pas le temps de développer, mais en gros, la vie quotidienne elle-même était dominée par un modèle unique, qui était le modèle religieux, où il y avait une certaine symbiose dans toutes les pratiques quotidiennes avec des schémas ou des symboles religieux. Et on le voit encore dans la peinture flamande, par exemple, où chaque geste, qui pour nous est un geste quotidien, si on voit la peinture flamande, la grande peinture de la quotidienneté, en fait, on a perdu les références religieuses de chaque geste, alors que pour le peintre flamand du XVe siècle, il est évident que le geste quotidien n'est pas un geste quotidien, c'est un geste qui est imprégné d'une signification religieuse. D'ailleurs, d'où la présence centrale dans cette peinture de l'homme qui exprime la quotidienneté imprégnée de religiosité, qui est Joseph. Joseph le charpentier, en fait, on ne voit pas, enfin, les Flamands de l'époque ne voient pas un charpentier, ils voient d'emblée Joseph, et chaque geste a une signification religieuse. Pour Weber, la modernité, c'est la fragmentation de ce monde unifié sous un seul schéma théologique ou religieux, la fragmentation et la multiplication des sphères spécialisées, ce qu'il nomme les ordres. L'ordre politique, l'ordre économique, l'ordre artistique, qui lui-même s'affranchit de la religion et va revendiquer son autonomie au XIXe siècle avec les avant-gardes, etc. L'ordre aussi théorique, scientifique, philosophique. Et à mon sens, c'est parce qu'il y a cette spécialisation des sphères, des ordres, que la question de la quotidienneté émerge. La quotidienneté ne posait pas problème quand la quotidienneté était, d'une certaine manière, unifiée sous un seul schéma religieux qui déterminait la signification de chacune des opérations quotidiennes, même les plus prosaïques. La quotidienneté devient problématique lorsqu'il y a cette atomisation du milieu de vie et cette spécialisation par rationalisation. Alors, on ne va pas discuter des différentes sphères, hein, parce que pourrait, enfin, Weber, très souvent, il en identifie essentiellement quatre, hein, la religion, l'économie, la politique et la science. Hein. Mais on pourrait rajouter les arts, etc. Alors, pourquoi le problème de la quotidienneté apparaît là? Parce qu'à mon sens, le problème de la quotidienneté n'est rien d'autre que le problème de l'unité de la totalité. Finalement, la quotidienneté, elle est à la fois fragmentée par toutes ces sphères, et on pourrait dire que même notre journée elle-même est fragmentée par notre implication dans ces différentes sphères. Je peux avoir affaire à l'administration, je rentre chez moi, je peux avoir affaire à un ordre plus familial intime, un collègue peut m'appeler, je peux avoir affaire à des problèmes d'administration de l'université, etc. Donc, dans ma propre journée, moi-même, ma quotidienneté est diffractée entre différentes exigences appartenant à des ordres spécialisés différents. Or, le quotidien va apparaître sous deux aspects dans la modernité. Soit sous l'aspect négatif d'une vie totalement rationalisée et qui va devenir monotone et standardisée, d'où la plainte contre la quotidienneté. Ah, que la vie est quotidienne, dit Jules Lafort, un poète français. Ou alors, la quotidienneté va être restaurée, réhabilitée, mais comme la totalité perdue. Ce que l'on voit très bien chez deux penseurs français des années 50-60, Lefebvre et Guy Debord, hein, le penseur situationniste, qui ont beaucoup écrit sur la quotidienneté. Et pour eux, la quotidienneté,
elle est à la fois